Il est devant la porte. Juste devant. Il a été pris au piège et abattu. Tim et Tia se rapprochent encore plus en vivant sous le même toit. Vu de l'extérieur, personne ne peut se douter de leurs difficultés. On aurait pu se poser des questions. Que sait-elle sur ce qui s'est passé? Lequel des deux a convaincu l'autre de tuer et pourquoi? On a tous un point de rupture, sans exception. Je lui répète souvent, surveille tes arrières, ne baisse pas ta garde. Tout de suite, je réponds, c'est pas possible. Tout le monde s'enflamme, tout le monde. C'était un homme en or. Quelque chose ne tournait pas rond. Ton sang, c'est pas vrai, c'est là que ça prend des proportions énormes. La séduction peut être une arme redoutable. Buford est une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres d'Atlanta. C'est une ville qui offre une grande diversité avec de belles maisons et où il fait bon vivre. Mais en 2017, la maison de la famille Young, à Buford, renferme de lourds secrets. George et Tia Young y vivent avec leurs 3 fils et une personne qui va mettre leur mariage à l'épreuve. George et Tia se sont rencontrés au lycée. Ça a tout de suite été le coup de foudre. Ils sont originaires de Caroline du Sud, mais leur déménagement en Géorgie leur a beaucoup apporté. George travaille dans le domaine de la sécurité et des technologies. Il a ouvert sa propre entreprise et a ensuite été sous-traitant pour une grande société. Les offres d'emploi dans le domaine de la technologie sont nombreuses en Géorgie. George et moi avons organisé un entretien et c'est ainsi que j'ai vu arriver devant moi cet homme de près de 2 mètres, très élégant et souriant. Le courant passe et je l'embauche dans la foulée. J'ai toujours pu compter sur George. Il sait tout faire. Il n'y a rien d'insurmontable pour lui, rien de trop technique. Il travaille jusqu'au petit matin s'il le faut, et il trouve une solution à tous les problèmes. C'est un grand travailleur, mais il consacre toujours du temps à ses enfants et à leurs activités sportives. Tia travaille dans le milieu de la santé. C'est une bonne mère, les garçons l'adorent, et elle passe autant de temps que possible avec eux. Tia est perçue comme une mère et une épouse très aimante, attentionnée et dévouée. C'est une femme au foyer, tout à fait ordinaire, qui fait passer sa famille avant tout. George est fou amoureux de Tia. Il cherche toujours à la rendre heureuse et à la couvrir de petites attentions. Vu de l'extérieur, personne ne peut se douter des difficultés rencontrées par George et Tia. Harvey Timothy Lee est entré dans la vie de George et Tia dès leur plus jeune âge. Ils ont grandi ensemble et ont gardé contact tout au long de leur enfance et de leur vie d'adulte. Tim est venu à Atlanta dans l'espoir d'une vie meilleure. Quand George le croise, il apprend qu'il dort dans un hôtel et qu'il est sans emploi. En bon ami qu'il est, il lui donne du travail. George est comme ça. Il ne laisse jamais tomber ses amis. George lui propose de venir vivre avec lui, sa femme et ses 3 enfants dans leur maison à Buford. George et Tim travaillent ensemble dans la sécurité. Et Tim commence à participer aux dépenses du foyer, bien que dans une moindre mesure. Je constate très vite que Tim n'a pas les compétences requises et qu'il est loin d'être aussi efficace que George dans son travail. Mais George prend toujours sa défense. George considère Tim comme son frère. C'est dire à quel point Tim est bien intégré dans sa famille. George fait preuve d'une grande générosité, mais accueillir quelqu'un qui ne possède rien dans une famille épanouie peut avoir des conséquences. La jalousie fait souvent des ravages. Tim, n'ayant rien accompli de toute sa vie, débarque dans celle de George et voit tout ce qu'il a. Une belle maison, une famille, sa propre entreprise, du succès. Et il commence à l'envier.
En 2016 et au début de l'année 2017, les Young mènent une vie confortable. Ils ont 2 revenus et leurs enfants sont dans de bonnes écoles. Mais fin 2017, Tia perd son poste d'aide-soignante. Avec ce salaire en moins, George est désormais le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. George me dit « Je vais tout mettre en œuvre pour combler ce manque. » Et pour George, quand j'ai su en quoi son travail consistait, il n'a pas assez d'expérience pour ce genre de mission. Je lui répète souvent, reste attentif et surveille tes arrières. Ne baisse pas ta garde. Il n'y aura personne pour te protéger. À la fin de l'année 2017, George fait beaucoup d'heures de travail et est rarement chez lui la nuit. Il dit à ses amis qu'il est soulagé que Tim vive chez lui. Il est rassuré de savoir qu'un homme est là pour protéger sa famille. George compte sur Tim pour protéger sa famille. Mais la question est de savoir qui Tim protège réellement. Tim et Tia sont des amis de longue date, mais ils se rapprochent encore plus en vivant sous le même toit. Les liens entre Tia et Tim se resserrent. Ils se présentent l'un et l'autre comme frères et sœurs, devant leurs amis et leur entourage. Tia retrouve souvent Tim dans sa chambre. C'est leur coin à eux pour regarder la télévision toute la journée. Ils n'ont que ça à faire. Les enfants sont à l'école, George est au travail. Tout le monde commence à se poser des questions sur leur relation. Leur complicité grandissante ne passe pas inaperçue. Le danger s'installe. Tia et Tim passent leur temps ensemble chez eux. Et l'ennui pourrait laisser place au conflit ou à quelque chose d'encore plus malsain. On a tous un point de rupture, sans exception. Mais personne n'imagine la gravité de ce qui va se produire. Le 16 novembre 2017, à 23h31, les secours reçoivent un appel de la maison de George et Tia. Police secours du comté de Gwinnett, je vous écoute. La personne dit avoir entendu des coups de feu et qu'il y a un corps au sol devant la porte d'entrée. Vous avez vu quelqu'un dehors? La personne qui a tiré est-elle toujours là? Le 16 novembre 2017, les secours reçoivent un appel à 23h31 et cet appel vient de Tia Young. Que s'est-il passé? J'ai entendu des coups de feu. Je dormais dans ma chambre. Mes enfants dorment aussi. Et je crois avoir entendu 2 coups de feu. Pendant l'appel, l'opératrice entend un homme qui commence à parler à Tia. Très bien. Vous voyez quelqu'un dehors? J'ai peur d'aller vérifier. Mon frère vit chez moi. Et il est descendu voir à l'extérieur. Mais il n'est pas encore revenu. Envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Mon frère dit que mon mari a été touché. C'est mon mari. Le frère dont elle parle, c'est Tim Lee. Et la personne allongée au sol qui se vide de son sang, c'est son meilleur ami, George. Où est-ce qu'il est, Tim? Dans le jardin? Devant la porte d'entrée. Il est devant la porte d'entrée. Juste devant. D'accord. Où a-t-il été touché? Je ne sais pas. Je vais vous demander de sortir et de regarder où il a été touché. J'ai trop peur d'aller regarder. Les secours demandent si quelqu'un a essayé de réanimer la victime. Non. Madame, écoutez-moi. Oui. Respirez profondément. Est-ce que vous ou votre frère savez réaliser un massage cardiaque? Je ne sais pas comment faire. D'accord. Passez-moi votre frère. Tim, tu sais faire un massage cardiaque? Il sait pas non plus. Je peux le guider. Malheureusement, lorsque les secours arrivent, George a déjà succombé à ses blessures. Il est mort devant sa propre maison. Je n'oublierai jamais le soir où George a été tué. Le téléphone de ma femme sonne et je l'entends dire « Bonsoir, Tia ». Puis « C'est pas vrai, pas George ». Elle me regarde et dit « George a été tué ». Je réponds « C'est pas possible. Qui aurait pu vouloir tuer George ?» Je réunis mon équipe pour leur faire part de la mauvaise nouvelle et là,
Tout le monde s'enflamme. Tout le monde. On a tous du mal à y croire. Pas George. Pas George. On peut faire une pause là, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. La brigade criminelle est appelée sur les lieux. Je m'arrête devant la maison et je me dis que ce genre de choses ne devrait pas arriver dans ce quartier. C'est un coin tranquille. En arrivant, je vois George depuis la rue, allongé devant l'entrée. Ses pieds sont près de la porte. Il est sur le dos, le visage vers le plafond. George a eu le temps de mettre sa clé dans la serrure pour pouvoir entrer chez lui. Et avant même d'avoir pu franchir le seuil de sa maison, il a été pris au piège et abattu sur le pas de sa porte. Notre enquête sur les lieux et nos observations du corps de George avant l'autopsie révèlent qu'il a reçu 2 balles, l'une dans la poitrine et l'autre en bas du visage. Lorsque la police et les experts inspectent les lieux et fouillent la maison, ils ne trouvent qu'une douille près du corps. Ils supposent alors que le tireur ou les tireurs en ont ramassé au moins une autre. On cherche à interroger les personnes qui se trouvaient dans la maison au moment des faits, à savoir Tia et Tim. On commence par prendre Tim à part sur place. Dites-nous ce qui s'est passé. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur et j'ai entendu un coup de feu qui semblait assez proche. Quelques secondes plus tard, j'en ai entendu un deuxième lui aussi assez proche. À quel moment êtes-vous sorti? Ma première réaction a été de me lever et de monter chercher mon pistolet dans ma chambre. Je suis redescendu, j'ai regardé dehors et j'en croyais pas mes yeux, c'était George. Tia dit à la police qu'elle dormait dans sa chambre, à l'étage. Qu'est-ce qui vous a alerté? J'ai entendu 2 gros bruits. On aurait dit des coups de feu. J'ai du mal à faire la différence avec les pétards. Mais en pleine nuit, ça pouvait pas être ça. Alors j'ai crié « T'as entendu ça ?» Il a dit « Oui, on aurait dit des coups de feu. » Et j'ai répondu « Oui. » Tia et Tim doivent être dans tous leurs états. Un mari et un ami a été tué devant chez eux, là où leur famille devrait se sentir en sécurité. Je parcours la maison une première fois, j'ouvre la porte de la chambre des enfants et je les vois dormir paisiblement. Ça m'a brisé le cœur de me dire qu'à leur réveil, ils apprendront que leur père a été tué devant leur maison. Les enquêteurs se réunissent et essaient de déterminer dans quelles circonstances George a pu être tué. La piste du vol est bien sûr envisagée, mais les clés sont restées dans la serrure de la porte d'entrée. George a toujours les clés de sa voiture. Son téléphone est toujours sur lui. Un voleur aurait tout pris. Il ne peut pas s'agir d'un vol. Au cours de chaque enquête pour homicide, on fait un tour d'horizon complet du quartier. On envoie des agents en uniforme frapper aux portes pour demander aux voisins s'ils ont vu quoi que ce soit. L'une des voisines de George et Tia, une jeune adolescente, faisait du babysitting quand elle a entendu 2 coups de feu. Elle regarde par la fenêtre et d'après ce qu'elle a dit à la police, elle voit un homme qu'elle aurait du mal à décrire puisqu'il fait nuit. Mais il est accroupi et cherche presque à ramper sous la voiture de George qui est garée dans l'allée. Elle raconte qu'il s'est glissé sous la voiture comme pour chercher quelque chose. Cette nuit-là, George avait assuré la sécurité d'un rappeur très connu dans un centre commercial. On a donc voulu en savoir plus. On demande à avoir accès à la vidéosurveillance de l'événement et on interroge les collègues de George pour savoir s'il n'y avait pas eu d'altercation dans le cadre de son travail et si quelqu'un aurait pu le suivre. C'est un métier où un incident est vite arrivé. Il faut étudier toutes les pistes, tout est possible.
Tia me demande ce qui s'est passé lors de l'événement et je lui réponds « Rien, George allait bien. Il ne s'est pas mis en danger, il n'y a pas eu de problème. » Comme souvent dans ce genre d'enquête, la police consulte les relevés téléphoniques des personnes impliquées, et notamment ceux de la victime. Grâce au relevé téléphonique de George, la police découvre des appels avec un numéro de téléphone en particulier, non seulement dans les moments précédant sa mort, mais aussi avant. La police vérifie à qui appartient ce numéro et remonte jusqu'à une collègue de travail de George. George est un homme séduisant qui semble capter l'attention des femmes. Les deux motifs de meurtre les plus courants sont l'argent et l'amour. La police commence à se demander si la jalousie d'une autre femme n'a pas entraîné la mort de George. En consultant les relevés téléphoniques de George, on constate qu'il a discuté avec quelqu'un jusqu'à 23h23 dans la nuit du 16 novembre. Ça signifie que l'appel a duré jusqu'au moment où il s'est garé dans son allée. Pourquoi cette femme est-elle la dernière personne à avoir parlé à George à 23h? Que sait-elle sur ce qui s'est passé? On parvient à retrouver la personne à qui ce numéro de téléphone appartient. Elle s'appelle Trisha. Et c'est l'une des collègues de George. Avec un autre enquêteur, je me rends immédiatement chez elle. On voit tout de suite qu'elle est bouleversée à la minute où on frappe à la porte. Elle a beaucoup pleuré depuis qu'elle a appris le décès de George. Parlez-moi de votre relation avec lui. On travaillait ensemble depuis 6 ans. D'accord. Vous vous entendiez bien? Il n'y a pas eu de conflit? Avec George? Oui. Ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord. On veut qu'elle nous dise ce dont elle se souvient de son appel avec George. De quoi est-ce que vous parliez? De l'événement où il a travaillé. Il voulait aller manger quelque part et a proposé aux autres de venir. Mais ils avaient d'autres choses de prévues. Donc il y est allé seul. On a eu accès à la vidéosurveillance du restaurant où George est allé. Mais il n'y a absolument rien qui puisse faire avancer l'affaire. Trisha fournit aux forces de l'ordre des informations très pertinentes sur une toute autre facette de la relation entre George et Tia. Il m'avait dit que tout allait très bien entre eux. Mais il a dû se passer quelque chose. Peut-être au cours de ces 2 derniers mois. Parce que j'ai remarqué un changement chez George. Il m'a dit qu'il rencontrait des difficultés et que Tia voulait partir et mettre fin à leur relation. Ces informations soulèvent des inquiétudes, parce qu'on pensait qu'ils formaient un couple heureux. George m'a montré sur son téléphone les messages que sa femme lui avait écrits, où elle disait essentiellement « Il vaut mieux qu'on se sépare ». Tia avait pris ses distances, et George essayait de la reconquérir. Il en était presque à demander des conseils à Trisha pour sauver son couple. Il lui a raconté qu'il essayait de se rapprocher physiquement de Tia, mais qu'elle le repoussait. Il m'a dit « Je n'aime pas étaler ma vie privée ». Mais elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle n'avait plus de sentiments. Quelle était la cause de leur conflit? Peut-être que Tim était jaloux de George et qu'il voulait tout ce que son ami avait, y compris Tia. Et Trisha, elle essayait peut-être de réconforter George face à ses difficultés. Est-ce qu'il voyait quelqu'un? Je lui ai demandé s'il trompait sa femme, mais il m'a dit « Non, je ne ferai jamais ça ». Il aurait pu avoir l'occasion de le faire, mais il ne l'a jamais fait. On cherche évidemment à savoir s'il y avait plus que de l'amitié entre eux. Je sais qu'ils étaient proches, mais elle était mariée. C'est vrai qu'à première vue, on aurait pu se poser des questions. Il venait vous rendre visite à Douglasville? Oui. Vous alliez au cinéma? Oui, on y allait souvent. George était passionné de cinéma. Tia était au courant? Je ne sais pas. J'ai demandé à George si Tia savait qu'on se voyait. Et il m'a répondu, s'il le fallait, je lui dirais, je n'ai rien à cacher.
Très bien. Ces relevés bancaires montrent des transactions à Douglasville où il ne connaît que vous. Ce qui nous amène à nous interroger sur vos relations. George travaillait parfois ici, alors il lui arrivait de m'envoyer un message pour me dire qu'il était dans le coin. Il n'y avait donc pas de jeu de séduction, mais vous vous entendiez bien. Oui, on était très proches. Tia se rapproche de Tim et George se tourne vers Trisha. On a là un cocktail explosif, de la rancœur, de l'attirance et de la jalousie. Quels étaient les liens entre toutes ces personnes? Et quelqu'un a-t-il pu vouloir les briser? Trisha insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucune relation romantique ni physique et qu'ils étaient simplement amis. D'accord. Votre relation avec lui n'a jamais été romantique. Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. On était de très bons amis, rien de plus. On n'a trouvé aucune pièce à conviction qui laisserait penser qu'il y avait plus que de l'amitié. Personnellement, ça ne m'a pas interpellé. Je savais comment George fonctionnait. Je n'avais aucun doute sur la personne qu'il était. C'était George Young. En 2017, je couvrais la zone du comté de Gwinnett pour la chaîne WSB TV. Peu après le drame, Tia et sa famille nous contactent pour nous accorder une interview. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi dur. Tia raconte qu'elle dormait vers minuit quand elle a entendu 2 coups de feu. Son frère est sorti. Il me demande d'appeler les secours et je dis « Quelqu'un a été touché ?» Il dit « Oui ». Donc je dis « Qui ?» Et il répond « George ». L'émotion est palpable. Tia fond en larmes à plusieurs reprises et raconte que son mari était tellement gentil qu'il était en bon terme avec tout le monde et que c'était un grand travailleur. C'était un homme en or. Tout le monde l'adorait. La famille a tout l'air d'être dévastée par ce qui s'est passé. Le lendemain, on convoque Tia et Tim pour une audition au commissariat du comté de Gwinnett afin d'obtenir des précisions sur ce qui s'est passé et sur ce qui a pu arriver à George, selon eux. Il y a une question que la police pose d'entrée de jeu. Pourquoi vivre ensemble et vous présenter comme frères et sœurs alors que vous n'avez aucun lien de parenté? Il était évident que la police allait interroger Tim et Tia sur leur relation. Mais il n'est pas inconcevable que 2 amis d'enfance vivent ensemble et entretiennent une relation platonique. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment votre frère. Non. Il n'y a aucun lien de parenté? Non. C'est un ami proche que vous considérez... Oui, je l'ai toujours considéré comme mon frère et George aussi le considérait comme son frère. Tim et Tia ont été clairs avec la police. Ils sont tellement proches qu'il ne pourrait jamais rien se passer entre eux. Il n'y a pas plus que de l'amitié? Oh non, pas du tout. On se connaît depuis bien trop longtemps. La police interroge ensuite Tim au sujet de la voisine qui a vu un homme ramper sous la voiture à la recherche de quelque chose. C'est alors que Tim avoue « Oui, c'était moi ». Il explique que George lui aurait dit qu'il commençait à se sentir en danger. Avec l'accord de George, Tim aurait donc acheté un traceur GPS et l'aurait placé sous le pare-choc arrière de sa voiture. Qu'étiez-vous en train de faire? Je voulais le retirer. Pourquoi le retirer à ce moment-là? Il m'a demandé de le faire s'il lui arrivait quelque chose. Il m'a dit « Je ne veux pas que ma famille soit au courant de ce qui se passe. » Quand la police lui demande pourquoi il s'inquiétait pour George, Tim lâche une bombe. Je ne sais pas qui en avait après George, mais il se sentait menacé. Alors, il m'a donné de l'argent pour lui acheter un traceur. C'est à ce moment-là que Tim respire un bon coup et dit « Vous êtes prêt à entendre la vérité ?» Bon sang. Bon sang, c'est pas vrai. C'est là que ça prend des proportions énormes. Tim explique que George n'est pas l'homme qu'on a appris à connaître au cours de l'enquête. George travaillait pour un certain
qui vendait des armes en provenance de Floride. Il voulait arrêter. Alors ils l'ont menacé. On demande à Tim pourquoi il n'en a parlé à personne. Je ne voulais pas que cette histoire se sache, parce que ça aurait eu des conséquences sur sa famille. Et les gens se seraient fait de fausses idées sur ce qui s'est réellement passé. Alors que George faisait tout pour s'en sortir. Tim explique à la police qu'il a gardé tous ses secrets pour protéger la réputation de George auprès de son entourage, pour que sa famille et ses proches gardent une bonne image de lui. Est-ce qu'on a autre chose à savoir? Votre meilleur ami s'est fait tuer devant chez vous et vous nous avez caché tout ça? Mais Vous savez quelle impression ça donne. ouais, Je vais vous demander d'être honnête. Inutile de mentir parce que, croyez-moi, on finira par connaître la vérité. Tim ne s'est pas rendu service en racontant tout ça. La police, au lieu de chercher à en savoir plus sur le trafiquant d'armes, se concentre encore plus sur lui. Au cours de l'enquête initiale, on obtient un mandat pour fouiller le domicile de Tia et George. On trouve alors une arme à feu dans la chambre de Tim, ainsi qu'un fusil dans sa voiture. La douille qui était sur les lieux du crime correspond à un Smith & Wesson de calibre 40. Mais l'arme n'a pas été retrouvée. Il nous manque donc l'arme du crime. Mais lorsque Tim nous parle du traceur, on obtient un second mandat. Ils retrouvent le traceur caché dans l'une des chambres. Ils récupèrent également les téléphones de Tim Lee et de Tia. La police décide d'aller plus loin, notamment en interrogeant les collègues de George qui, pour la plupart, sont aussi des collègues de Tim Lee. La police apprend que le lendemain du meurtre, Tim se présente sur le lieu de travail de George. Il discute avec plusieurs de ses collègues. 8 heures après le décès, il me dit que George a été assassiné. C'est comme ça que j'ai su. Il me raconte tout ce qui s'est passé. Il dit avoir essayé de dispenser les gestes de premier secours, mais sans succès. Curieusement, Tim porte toujours les mêmes vêtements que la veille, sur lesquels il n'y a aucune trace de sang, alors qu'il dit avoir essayé de réanimer George et qu'il y avait du sang partout. Les collègues trouvent ça étrange, d'autant plus qu'il essaie déjà de remplacer George sur certaines missions. Tim me demande s'il peut toujours travailler pour nous. Je lui réponds, tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça? Tim se propose de remplacer George, ce qui nous a semblé trop précipité. Le médecin légiste pratique une autopsie sur le corps de George. Il s'avère que George a effectivement reçu 2 balles. Mais on découvre également, contrairement à ce que Tim a déclaré, que George ne semble pas avoir reçu les gestes de premier secours. Après le décès, j'essaie de passer autant de temps que possible chez Tia pour soutenir leur famille et être présent pour les garçons. Elle me dit, avant de partir, tu peux m'aider à trouver les documents pour l'assurance vie? Avec tout ce qui aurait pu lui passer par la tête, je trouve ça étrange qu'elle me demande de l'aider à chercher les documents pour l'assurance vie. On se met à fouiller, mais elle a l'air de savoir parfaitement où les trouver. Elle appelle la compagnie d'assurance pour se renseigner. Je l'entends dire, autant que ça, quel est le délai de versement? Il se trouve que cette assurance vie s'élève à $1 million et que Tia en est l'unique bénéficiaire. Tia semble abasourdie et dit « Quand l'argent tombera,
tout va changer. 1 million, ça représente beaucoup d'argent pour tout le monde. La question est de savoir si Tim était au courant. Et est-ce lui qui a convaincu Tia d'essayer de toucher l'argent? On a réussi à obtenir un mandat de perquisition numérique pour les téléphones de Tim et de Tia. Notre téléphone est parfois le reflet de notre cœur. Dans cette affaire, il pourrait bien révéler les secrets de cette famille en apparence heureuse. Lorsque les résultats des perquisitions numériques tombent, les enquêteurs découvrent que leurs doutes sur la relation entre Tia et Tim étaient fondés. On constate très vite que tout ce qu'ils nous ont dit était faux et qu'ils entretenaient une relation intime. Il était évident qu'ils avaient une liaison. Ils parlaient de leur moment à deux, de ce que l'un aimerait faire à l'autre. Ils ont voulu brouiller les pistes en supprimant les messages. Mais on a passé des heures à creuser jusqu'à découvrir qu'ils avaient une relation d'ordre sexuel depuis un certain temps. La police soupçonne Tim d'avoir voulu traquer George pour ne pas qu'il rentre à la maison quand Tia et lui étaient ensemble au lit. Avec le recul, leurs proches se rappellent avoir vu des choses suspectes. Les fils et les amis qui venaient chez eux affirment que Tia passait du temps dans la chambre de Tim, la porte fermée. On imagine bien ce qui s'est passé. Tia en voulait à George d'être toujours absent. Elle s'est peut-être rapprochée de Tim pour oublier son mari. Ou alors Tim, voyant que son meilleur ami menait une vie de rêve, a peut-être séduit Tia pour se venger de George. La perquisition nous permet d'éclaircir la relation entre Tim et Tia. Mais en creusant davantage, on découvre aussi d'autres preuves alarmantes dans leur téléphone. En regardant l'historique de recherche de Tim, la police tombe sur quelque chose de très intéressant. Il semble que Tim ait recherché des informations depuis son téléphone sur une autre affaire de meurtre qui s'est déroulée dans le comté de Gwinnett. Dans cette affaire, l'accusé a plaidé coupable. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que la police était sur place, en train d'enquêter sur le meurtre de George, au moment où Tim a effectué cette recherche. C'est assez curieux, et ça nous pousse à nous demander si Tim n'était pas en train de se préparer, ou peut-être même de trouver une stratégie à adopter face à la police. Sur le téléphone de Tia, la police trouve une image d'une voyante qui dit à une femme que son mari va connaître une mort violente. Et la femme répond « Est-ce que je serai reconnue coupable ?» Ça signifie qu'elle savait ce qui allait se passer, ce qui pour nous est très alarmant. En examinant le téléphone de Tim, on consulte son historique de recherche et on remarque que dans les semaines qui ont précédé la mort de George, il s'est renseigné sur différents types de poisons et de venins. Tim a d'abord cherché un mamba noir, c'est-à-dire le serpent le plus venimeux qui existe au monde. Puis, il a cherché des araignées venimeuses. Ils avaient donc l'intention de mettre un serpent ou une araignée, voire les deux à la fois, dans la voiture de George. C'était des semaines avant la mort de George. Donc non seulement c'est alarmant, mais ça montre que l'acte était largement prémédité et que Tim a passé du temps sur son téléphone à chercher comment tuer quelqu'un. La police présume donc qu'ils se sont finalement résolus à le tuer à l'arme à feu, tout simplement. Après avoir trouvé ces preuves sur les téléphones de Tim et de Tia, il fallait absolument qu'on les interroge à nouveau. Je vais d'abord voir Tim, puis je reviens vers vous. D'accord. Ce jour-là, on échange longuement avec Tia sur toute l'affaire. Et à la fin de l'audition, on lui présente les preuves qu'on a trouvées sur sa relation avec Tim. J'ai eu accès à l'historique de son téléphone.
Et j'ai trouvé des échanges où il est question de relations sexuelles entre vous et lui. Vous vous en souvenez? Oui. On a imprimé une copie de ces échanges. On l'a mise sous les yeux de Tia et on l'a laissé lire ses messages à caractère sexuel. Elle a fini par admettre les faits. Oui, j'admets, et je m'excuse d'avoir menti. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Les relations sexuelles, la tromperie, j'ai vraiment honte. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai honte. Elle maintient que ça n'a rien à voir avec le meurtre, que ce n'est pas ce qui a causé la mort de George. En interrogeant Tim, on lui présente les preuves qu'on a trouvées dans son téléphone, notamment celles qui concernent sa relation avec Tia. Tim demande alors à parler à son avocat et refuse de dire un mot de plus. Je souhaite exercer mon droit au silence. Et j'aimerais contacter mon propre avocat. Quoi qu'il fasse, il est coincé. En avril 2018, Tia et Tim sont tous les deux arrêtés. Ils sont accusés de meurtre avec préméditation et de meurtre concomitant d'un crime avec coups et blessures. Ils plaident tous les deux non coupables. Et le juge leur refuse la liberté sous caution. La police a prouvé qu'ils étaient amants, mais ça ne fait pas d'eux des meurtriers. Qui a voulu se débarrasser du troisième membre de leur triangle amoureux? Le procès de Tim et de Tia commence en mars 2019. Pour les enquêteurs ainsi que pour le bureau du procureur, la question est de savoir comment et pourquoi un tel drame est arrivé à George. Tia était de moins en moins heureuse dans son couple. Et quand Tim est arrivé, c'était l'occasion rêvée pour elle de se débarrasser de son mari. Je pense que Tia a profité de Tim, qui était prêt à tout pour elle. À mon avis, c'est elle qui a convaincu Tim de tirer sur George, son mari. Elle était au courant pour l'assurance vie, et elle avait des sentiments pour Tim. Elle a dû faire de fausses promesses à Tim en lui faisant croire qu'il prendrait la place de George. J'ai suffisamment côtoyé Tia pour savoir quel genre de personne elle est. Mais je sais aussi que Tim n'est pas assez futé pour mettre tout ça au point. C'est forcément Tia, le cerveau de l'opération. Pendant le procès, l'un des fils de Tia et de George déclare qu'il lui arrive parfois de prendre des somnifères pour réussir à s'endormir. La nuit du 16 novembre, on lui en a fait prendre un. Ça permet aux enquêteurs de comprendre pourquoi les enfants dormaient paisiblement à l'étage, sans être dérangés par les sirènes et par l'agitation devant chez eux. On pourrait supposer que leur mère ne voulait pas les traumatiser. Mais je pense plutôt qu'elle ne voulait pas qu'ils compromettent le plan qu'elle avait mis en place. On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais grâce aux preuves et aux témoignages, on arrive à reconstituer les faits de manière assez précise. Il semblerait que Tim était assis à table et qu'il suivait de très près les déplacements de George qui était en route pour rentrer chez lui. Grâce au traceur, il a pu déterminer l'heure exacte à laquelle il arriverait. Il a attendu que George s'approche de la porte et lui a tiré dessus à 2 reprises par derrière. Ensuite, Tim a sans doute essayé de retrouver les 2 douilles, mais il n'en a trouvé qu'une seule. Celle qu'on a repérée était coincée sous une marche d'escalier, alors il ne l'a sûrement pas vue. Et comme il manquait de temps, il a enjambé George pour aller récupérer le traceur sous la voiture et essayer de faire disparaître les pièces à conviction avant l'arrivée de la police. La police remarque que 10 minutes se sont écoulées entre les coups de feu et l'appel aux urgences.
J'imagine qu'ils cherchaient un endroit où cacher l'arme du crime et qu'ils se mettaient d'accord sur leur version des faits avant d'appeler les secours. L'arme du crime n'a à ce jour jamais été retrouvée. Je suppose que Tim l'a cachée quelque part dans le jardin. En avril 2019, à l'issue d'un procès de 2 semaines, Tia Young est jugée coupable de meurtre concomitant d'un crime avec coups et blessures et de tentative de falsification de preuves. Mais elle est reconnue non coupable de meurtre avec préméditation. Le 15 avril 2019, Tia est condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec libération conditionnelle. Elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2049 à l'âge de 73 ans. Harvey Timothy Lee est jugé coupable de meurtre avec préméditation et de meurtre concomitant d'un crime avec coups et blessures. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle et passera le reste de ses jours en prison. Pendant tout le procès, ce type n'a exprimé absolument aucun remords. Il n'a fait preuve d'aucune, et je dis bien d'aucune empathie. Rien du tout. Pareil pour Tia. Aucune émotion sur le visage, elle n'avait même pas l'air triste. C'est un moment plein d'émotions. Mais une chose est sûre. George ne sera pas à nos côtés dans le tribunal. Il ne va pas réapparaître comme par magie. Il ne reviendra pas. Peu de temps après le meurtre, les sœurs de George me contactent et me font part de leur volonté de lui rendre hommage. Et c'est ainsi qu'on crée la fondation George F. Young. Elle vient en aide aux enfants victimes de violences de la part de leurs parents ou de membres de leur famille. George a été trahi, non seulement par son meilleur ami, mais aussi par sa propre femme. La séduction peut être une arme redoutable. Et je pense que Tia s'en est servie pour convaincre Tim d'assassiner son meilleur ami. Les gens qu'on aime peuvent nous trahir. Les gens en qui on a confiance peuvent nous faire du mal. Je continuerai à faire connaître l'histoire de George Young jusqu'à mon dernier souffle. Tu me manques, mon frère. Je t'aime. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi.